Bonjour tout le monde et salut Grégoire. Je suis très très heureux de te recevoir Salut pour Guillaume. une nouvelle vidéo. Alors je sais que les gens ils aiment beaucoup tes interventions. Alors quand tu m'as proposé de faire une nouvelle intervention sur la symbolique des minéraux, je me suis dit bah vas-y on y va, c'est parti. Grégoire, nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo, on va pas parler d'un produit spécifiquement, on va parler de manière générale de la symbolique des minéraux et surtout de à quoi ça sert ces petites Ouais, briques dans notre corps. Quel est l'objectif de ces petites briques ouais, et c'est quoi leur symbolique. On va voir plus en détail avec toi qu'est-ce que ça veut dire. Et de toute façon, c'est une vidéo qui va être assez interactive, c'est-à-dire que en bas de la vidéo, je vais vous mettre des petits timestamps, donc des petits chapitres auxquels vous pourrez sauter si vous voulez voir la symbolique de tel ou tel minéral selon votre intérêt. On va faire deux vidéos séparées. Dans cette première vidéo, on va voir, on va dire, les minéraux principaux, ceux qu'on connaît le plus. Et dans une deuxième vidéo, on verra aussi des minéraux qui ont une fonction dans le corps, qui sont importants aussi pour nous, mais dont on parle beaucoup moins, qu'on connaît beaucoup moins. Voilà, donc Grégoire, je vais te laisser dérouler ta présentation et puis bah, j'interviendrai potentiellement à un certain moment si je sens qu'il y a une question que pourraient se poser les gens. ouais. En fait, on va aborder une lecture un petit peu différente de ce qu'on peut connaître des minéraux. On avait parlé par le passé avec l'eau de Quinton, l'eau de mer, que en fait, c'était vraiment notre carburant, hein, les minéraux avant même les vitamines. On va voir qu'en fait, je vais essayer d'humaniser un petit peu ces minéraux-là, ces symboliques-là, essayer de faire comprendre que c'est un peu à l'échelle de notre galaxie et de notre Terre. C'est-à-dire qu'on va avoir comme des personnalités dans chaque minéral. Ils ont tous des fonctions différentes. Ce qu'on Et on appelle le pourrait faire un microcosme parallèle et le d'ailleurs. macrocosme en médecine traditionnelle chinoise. D'ailleurs, tout ce qui est à petite échelle peut se retrouver à plus grande échelle. C'est ça, c'est ça. Et en fait, on va voir qu'il y a une sorte de personnalité dans chaque minéral qui pourrait être comparable avec l'être humain. En fait, c'est ça qui est assez extraordinaire. Ouais. Très intéressant. Alors, on va commencer. Avant de commencer à détailler, j'y reviendrai dans les deux vidéos, c'est que vous le savez déjà pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'eau de mer. En fait, les minéraux, ils fonctionnent par correspondance, ils fonctionnent comme des aimants, c'est-à-dire qu'ils ont tous une charge électrique. Si on prend l'exemple du magnésium, Mg2+, eh ben lui, il va être un peu en opposition avec le calcium, Ca+. Ça a tendance à s'inhiber. Donc, si vous prenez pour la petite histoire que du magnésium, sachez que vous risquez de créer une carence en calcium. Et Autre toute exemple, proportion gardée, bien sûr, on va pas c'est forcément. que pas la peine de psychoter quand vous allez manger, par exemple, une amande qui va contenir du calcium et du magnésium. Vous dites pas: «Oh mon Dieu, je vais pas assimiler le magnésium de l'amande parce qu'il y a du calcium». Faut pas psychoter là-dessus. C'est des fonctionnements qui sont micros et qui Ouais, s'équilibrent dans l'ensemble de manière générale. exactement. Autre exemple, le sodium par rapport au potassium. On va le voir après dans la vidéo, mais en fait, ils coexistent entre eux. C'est un peu le responsable de l'hypertension. Je vais prendre un autre exemple avec le zinc. Le zinc, si on le prend en quantité, lui, il va développer le fer. Vous voyez. Donc voilà. On va un petit peu travailler avec ce schéma-là de façon indirecte quand je vais présenter le détail de chaque minéral, hein. Alors, on va commencer par le chlore. En fait, je vais détailler donc les proportions dans le corps, un constat général, la place du minéral dans la nature et dans le corps, son rôle symbolique, sa symbolique, le mouvement, hein, si c'est un mouvement horizontal, vertical, intérieur, extérieur, etc. Familiarité et opposition, rôle dans le corps, les carences, les excès, et puis là où est-ce on le retrouve au niveau de l'alimentation. Alors le chlore, alors enfin c'est une substance, c'est un élément gazeux. Donc en proportion dans le corps, c'est un élément chimique non métal, première des substances dans le corps. Donc dans le sang, il est composé de 8 atomes. Donc le sang est composé de 8 atomes de sélénium pour 1 million d'atomes de chlore. Donc on voit un petit peu la proportion. En fait, il représente, à l'échelle du nombre de minéraux et d'oligo-éléments qu'on a dans notre corps, il représente 55% des minéraux et des oligo-éléments. On n'en parle jamais, pourtant il est plus qu'essentiel, hein. S'il n'y avait pas de chlore, on serait tous malades, hein.
clairement. Alors, en termes de constat, il peut être comparé à l'oxygène. Donc, c'est un gaz que nous respirons. Le chlore s'attaque particulièrement aux poumons. L'oxygène agit comme toutes les influences toxiques. Le chlore est le composant prédominant de toute une quantité de substances toxiques synthétiques. Donc, il va vraiment jouer le rôle de détergent, en quelque sorte. Donc, tout ce qui est toxique respiratoire, notamment. Il existe un rapport de l'oxygène et de chlore comme celui de la vie et de la mort. Il y a vraiment une opposition entre les deux. Et en même temps, une familiarité puisqu'ils s'opposent. Ils sont liés. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu pourrais voir le chlore justement comme celui qui détruit, parce qu'il va s'attaquer aux éléments, mais en même temps, c'est aussi celui Qui nettoient. exactement, qui nettoie. Et de l'autre côté, l'oxygène, ça pourrait être vu comme celui qui crée et qui crée la vie, mais en même temps, c'est Il aussi celui qui oxyde. oxyde et donc qui détruit. Et donc, c'est Tout fort à fait. intéressant. On a vraiment cette relation entre les deux yin-yang qui est très, très Ouais, intéressante. ouais. Le chlore n'apparaît jamais comme un élément dans la nature, donc il est toujours associé en fait à un autre élément, une autre substance. Il ne peut donc jamais déployer ses propriétés mortelles et dévastatrices. Il est inséré dans les fondements de la nature et tout particulièrement dans les roches et sa teneur saline de l'eau. Il n'y a pas d'eau sans chlore, ni d'eau de mer d'ailleurs sans chlore. Dans l'estomac, notre corps laisse le chlore à moitié libre. Il apparaît sous forme d'acide chlorhydrique, évidemment. C'est ce qui permet justement la détérioration, la décomposition des éléments. Il prépare donc à la digestion. À faible proportion dans les cellules, mais abondant dans le liquide extracellulaire, il est le nettoyeur des cellules. C'est donc un acteur du métabolisme osseux. En fait, son rôle symbolique, ça va être le destructeur. Donc, c'est un élément qui détruit et il est toujours associé aussi au sodium. Et on va voir que c'est vraiment deux opposés. On pourrait, dans ces moments-là, faire un peu de politique, mais en fait, en gros, le chlore, c'est celui qui sépare. C'est-à-dire qu'on est dans le métro, on est tous entassés, on reste tous entassés pendant 2 heures, on va se prendre la tête à un moment donné. Le chlore, lui, il met un espace en fait, entre nous, ce qui crée une sorte d'effet aimant, d'ailleurs, mais en même temps, c'est ce qui crée le respect, quoi. Il faut un espace entre chacun de nous pour qu'on ait notre bulle, notre respect, en fait, notre bulle de défense, on va dire. Eh bien, lui, il va avoir ce rôle-là, en quelque sorte. S'il n'y avait pas de chlore, il n'y aurait pas d'effet aimantant, en fait, entre les minéraux et les oligo-éléments. Donc, c'est hyper important. Donc, en commun avec le sodium, le chlore est une relation spécifique aux circulations des liquides, aussi bien aux grands courants marins tout autour de la Terre qu'aux petites circulations du sang. C'est là qu'on voit encore le parallèle incroyable qu'on peut avoir entre mère nature, notre Terre, et puis nous, notre corps, quoi. Il est le séparateur spatial des minéraux dans le liquide extracellulaire. Donc, c'est ce que j'indique dans sa symbolique, c'est donc le destructeur, préparateur en digestion, le conducteur électrique et donc le séparateur spatial. C'est ce qui fait qu'on a justement ce schéma-là. S'il n'y avait pas de chlore, il n'y aurait pas ce schéma-là. On n'aurait pas d'effet aimantant ou dissociant. Voilà. Donc, c'est un mouvement horizontal. Il fait circuler les liquides. Et donc, il a une familiarité, notamment avec le sodium, comme on disait, le potassium et le manganèse. Il y a un triptyque intéressant entre le chlore, sodium, potassium, voire même avec l'eau, les quatre éléments. Voilà. Rôle dans le corps, donc il a une fonction électrolytique de premier plan, électrolytique, pardon. Il le rend indispensable au bon fonctionnement du corps électrique. On parlait l'autre fois d'un effet batterie au niveau de notre corps. Il n'y a pas d'effet batterie sans chlore. Ce n'est pas possible. Donc, il gouverne l'équilibre intra- et extracellulaire. Donc, il est responsable, notamment avec le sodium et le potassium, de toute la partie hypertension, tension artérielle en général, faiblesse musculaire, trouble du rythme cardiaque, fatigue chronique, indispensable au bon fonctionnement de notre organisme pour son rôle dans le maintien de l'équilibre acido-basique. Donc, alors je vais mettre juste de côté, hop, ça. Mince, oui, c'est bon. Pour maintenir donc excuse-moi, je me suis trompé. Et le maintien de l'équilibre acido-basique et pour maintenir le sodium et les concentrations normales en eau.
Donc, en termes de carence, la quantité de chlorure habituellement consommée dépassant largement les besoins et le risque de carence, donc le risque de carence est très très faible. Il existe cependant, si on a des vomissements prolongés, entraînant donc une déperdition de l'acide chlorhydrique, on peut tous se rappeler des, des- des excès d'alcool. Je ne vais pas développer, mais On a hein, une image, oui. hein, Guillaume? Donc en fait, La jeunesse. voilà, la jeunesse, on va dire. En fait, on a ce souvenir, hein, de l'acide chlorhydrique qui nous dépasse. Voilà. Et donc, il y a une conséquence sur les crampes et aussi des fatigues importantes. En termes d'excès, on parle d'hyperchlorémie. Celle-ci est souvent associée donc à une déshydratation et peut être attribuée à de nombreuses affections, donc la fièvre, maladie métabolique, tout ce qui est hyperthyroïdie, certains médicaments et l'alcalose respiratoire. Et après, donc, je ne veux pas développer, mais on les retrouve dans d'autres éléments. Alors, on va attaquer le sodium. On l'associe toujours avec le chlore. Donc lui, en fait, c'est le deuxième élément qu'on retrouve dans notre corps, le deuxième minéral, à hauteur de environ 30%. Donc les personnes âgées, de même que les jeunes enfants, sont plus vulnérables au manque de sel, car leur mécanisme de la soif est déréglé et encore immature. Ils courent un risque de déshydratation en cas de forte chaleur. Le reste de la population en consomme généralement beaucoup trop, notamment dans tout ce qui est plat préparé, hein, industriel. Il est indispensable de tenir un équilibre très important donc, entre le potassium et le sodium. C'est ce qui fait justement la régulation de la tension artérielle. Et évidemment, si on a trop de potassium, il va nous manquer du sodium et vice-versa. Si on a trop de sodium, il peut manquer du potassium. Donc, hyper important, ça c'est un contrôle majeur. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'eau de mer, elle a cet avantage, notamment de réguler la tension artérielle, paradoxalement, quoi qu'on peut en dire certains. Mais en fait, à partir du moment où elle est toujours diluée dans les bonnes proportions, isotonique, voire hypotonique. L'apport journalier entre 6 et 8 grammes, si équilibré avec le potassium. Alors le constat, la base la plus importante des sels marins et sanguins, c'est un dissolvant indispensable à la vie. Il intervient dans les échanges intermembranaires. Le sodium recherche toujours un état de mouvement liquide permanent. Il trouve le calme, la détente dans un état de grande agitation. Il se trouve toujours dans un espace dans lequel la vie puisse exister, donc le sang. Donc c'est tous les endroits où il y a du mouvement, il y a du sodium. Il peut malgré tout aussi se retrouver à l'édification des minéraux dans les roches solidifiées. Il n'est pas vraiment à sa place et en fait, il est tout le temps dans ce besoin d'être en mouvement, pour ainsi dire, dans un état qui ne lui correspond pas. Donc, c'est un peu le responsable des mouvements, en fait, hein, quelque part. Il est soumis à une certaine tension. Il se met alors instantanément en chemin vers la mer. Si cela ne dépendait que du sodium, la Terre serait en fait une grande goutte d'eau. Faut bien comprendre que le sodium, c'est pour ça que je faisais un parallèle tout à l'heure avec le chlore, d'un point de vue un peu politique, c'est que le sodium, lui, c'est un peu le rassembleur. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de sodium, il n'y aurait pas 78 minéraux dans l'eau de mer. C'est pas possible. Donc il a un petit peu c'est un peu le parti communiste, tu vois. Il y a un petit côté un peu comme ça dans la symbolique, quoi. C'est un peu le rassembleur. Donc à hauteur de 30%, hein, vous voyez. Sa place dans la nature et le corps, donc métal mou, d'aspect doux, violemment réactif donc à l'eau, il faut le savoir, léger et flotte sur l'eau, avec laquelle il réagit fortement. La plupart des composés de sodium se dissolvent bien dans l'eau. Il donne la capacité de se dissoudre dans l'eau. Donc, il a un rôle évident de digestion au niveau des intestins. Et il a une grande affinité avec l'eau. Il participe à la désagrégation des montagnes élevées. Donc, c'est lui le responsable des minéraux, hein, le lessivage qu'on peut avoir de toutes les substances minérales sur Terre qui viennent jusqu'à la mer. C'est lui le premier responsable. Hein.
surtout présent dans la tête et les intestins. Dans le corps, le sodium a tendance à être rejeté par la cellule, par la pompe sodium-potassium, ce que je disais tout à l'heure, alors que le potassium est plutôt concentré dans la cellule. Lorsque la membrane cellulaire est excitée, le sodium pénètre en masse dans la cellule, ce qui inverse la polarité électrique de la membrane cellulaire. Donc en fait, il y a des échanges, des polarités électriques qui se créent intra-extracellulaires. Un équilibre sodium-potassium est donc primordial. C'est pourquoi prendre une quantité de sel de table, chlorure de sodium, est dangereux sans le potassium. C'est de là qu'on peut intervenir justement avec l'eau de mer, qui va avoir un rôle de régulateur. Alors dans son rôle symbolique, il est l'élément qui aspire à tout réunir à une grande unité, dans laquelle chaque partie est reliée au tout, et où chacune des parties va de pair avec le fait de se liquéfier. C'est vraiment intéressant de se dire que le chlore et le sodium sont les deux éléments, donc à 85%, les deux substances majeures au niveau d'un point de vue minéral dans notre corps, et qu'ils ont un rôle prépondérant. On n'en parle jamais, pourtant. On retrouve cette propriété qui relie tout et forme une unité dans le sang, qui irrigue continuellement le corps. Il a ce besoin de devenir une unité. C'est donc un rassembleur. C'est un peu le chef d'orchestre des substances, des minéraux et oligoéléments, l'unificateur, le rassembleur. Il agit en direction horizontale, comme la mer, voilà, c'est assez logique, et s'adapte à la stratification de la Terre. Donc ça se déroule selon un ordre rigoureux et mène à une perte d'énergie. Sa familiarité et son opposition, donc il rassemble une masse d'eau autour de lui, en lien avec l'eau du corps, familiarité importante avec le potassium. Voilà. Et après, le rôle dans le corps, nécessaire au métabolisme de l'eau, il y a un équilibre du pH sanguin, équilibre aussi du pH acido-basique, favorise la digestion, l'élimination, nécessaire au bon fonctionnement nerveux et musculaire, régularise la quantité des fluides, et il est aussi des fluides dans le corps, pardon. Le sang en contient environ 10 grammes par litre, donc c'est quand même très important, et il régule le rythme cardiaque. En termes de carence, alors évidemment, si on a une carence en sodium, ça va créer une déshydratation, perte d'appétit, faiblesse musculaire, chute de la tension artérielle, une fatigue anormale, souvent liée à une alimentation riche en potassium. Voilà. Il y a toujours un tampon entre les deux. En excès, c'est tout l'inverse. Hypernatrémie implique une déshydratation qui peut avoir entre autres un apport liquidien insuffisant, des diarrhées, insuffisance rénale, prise de diurétiques. L'excès de sodium implique de l'hypertension, puisqu'il va manquer justement de potassium. Voilà. En fait, pas assez, ça va trop, pas assez attirer, conserver l'eau, notamment au niveau des cellules et dans le sang. Et trop, ça va, non attends, j'ai dit quoi? Oui, pas assez, ça va pas assez attirer, et donc en excès, ça va trop attirer, donc ça va trop conserver les liquides et pas assez les faire circuler. Ouais, c'est ça. En fait, tout est lié avec l'eau, en fait. Il y a une proportionnelle, d'ailleurs, on peut rejoindre les travaux d'Alain Bombard en 1952, quand il démontre qu'on peut survivre en mer sans boire, enfin sans manger. Si on boit de l'eau de mer sans diluer avec de l'eau, sans de l'eau de pluie, notre chance de survie, c'est 5 jours, 5 à 10 jours. Ouais. Parce qu'on va se déshydrater. Trop de sodium, pas assez d'eau. Si on amène dans la bonne proportion, à 25%, comme notre corps, 9 grammes par litre de minéraux, là, il y a une vraie hydratation. Tout est une question de proportion. C'est ça. Comme pour tous les minéraux, d'ailleurs, que vous allez voir. Tout fonctionne comme ça. La vie fonctionne comme ça, je dirais, pour aller dans un sens plus large. Exactement, tout est question de proportion. Donc, dans l'excès, on n'est pas dans le bon. Dans le pas assez, on n'est pas dans le bon. Et donc, il faut trouver la voie du milieu pour chaque chose, pour chaque système dans la vie. Et c'est ça vraiment le secret de la longévité dans les systèmes. Notre corps est une biochimie. Alors, on va passer au gros dossier, le magnésium. Proportion dans le corps, donc apport journalier moyen entre 5 et 6 mg par kilo de poids, ce qui fait 300 à 500 mg. On peut en prendre en quantité. Alors le constat, il intervient dans les métabolismes des lipides,
protéines et des glucides, coagulation du sang, la perméabilité cellulaire, essentielle à l'activité et l'équilibre de notre système nerveux. Il exerce une action significative sur l'activité musculaire en permettant aux muscles de se détendre après leur contraction. Sous sa forme colloïdale, je le rappelle, je vais le rappeler régulièrement, mais forme colloïdale, c'est de forme donc liquide. En association, sa présence est indispensable à l'équilibre de l'ensemble. Quand c'est en forme liquide, donc on a une biodisponibilité à 100%. Donc, Forme liquide et du coup chélatée, c'est-à-dire associée à un autre élément. Voilà, Ouais. donc avec un acide aminé Ouais. qui est greffé dessus. Voilà. C'est sa forme chélatée, c'est un chélate. Anti-allergique, anti-inflammatoire, il donne de l'énergie. Il joue un rôle dans des centaines de réactions, donc toutes les réactions métaboliques qu'on peut avoir. Il est plus que primordial. Hein. Et donc un bon apport est synonyme de bonne santé. Hein. Ça commence fort, quoi. Place dans la nature et le corps. Huitième élément le plus abondant dans la croûte terrestre. C'est intéressant de faire le comparatif quand même entre la nature et notre corps. Facilement inflammable. Il est le 3e élément le plus abondant dans l'eau de mer. Mieux que toute autre substance, il permet d'imiter la lumière du soleil. C'est un peu le représentant du soleil. Donc sa fonction la plus importante est d'ouvrir la Terre dans la chlorophylle. Donc il a un rôle hyper important. Donc c'est un peu celui qui amène la chaleur, hein, d'ailleurs. Hein. L'image du soleil apparaît lors de la combustion du magnésium. Le froid augmente le besoin en magnésium. À l'inverse, une forte chaleur accélère la fuite du magnésium par la transpiration. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. Son rôle symbolique, donc une forme de pompe à chaleur. C'est un peu un régulateur de la température du corps. Il transmet l'étincelle, la chaleur. Donc, dans la symbolique, c'est un peu le représentant commercial du soleil, on pourrait dire. Il représente l'équilibre. Voilà. Si on manque de magnésium, on va avoir forcément un impact sur notre fatigue en général, des tensions musculaires notamment. Voilà. Familiarité et opposition, donc association manganèse et cobalt, cuivre, or et argent. Alors, le rôle dans le corps, je ne vais peut-être pas tout développer, mais c'est plus que primordial. Donc, c'est le cation essentiel. Donc, il est de charge positive, hein, très important. Donc, c'est lui qui amène, c'est un peu le fournisseur d'alcalinité dans le corps. Il va rentrer dans plein de métabolismes enzymatiques, voilà, respiratoire, endocrinien, digestif, hépatique, cardiovasculaire, tout ce qui est glucides, lipides, protides, nécessaires à l'assimilation du calcium, du phosphore, du potassium. Et ça, c'est des éléments qui sont de charge positive en plus. Bon, vous regarderez, je ne vais pas forcément tout développer, mais le magnésium a effectivement énormément de fonctions. Il intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques à l'intérieur de l'organisme. Il y a une fonction sur le système nerveux, on l'a vu, fonction sur évidemment la contraction musculaire, fonction sur énormément de systèmes dans le corps. Donc c'est vrai que le magnésium, on ne peut pas passer à côté, quoi. Voilà, c'est plus que primordial. Je ne vais pas forcément détailler, vous lirez, hein, on va pas, voilà. Alors en termes de carence, une des raisons du déficit alimentaire moderne donc, serait d'ordre écologique. En fait, on emploie beaucoup trop d'engrais chimiques ou synthétiques en tout cas dans les sols en potassium et pas assez malheureusement en magnésium. Ce qui fait qu'on a souvent des dérèglements, des carences en magnésium par le biais de notre alimentation. Donc, compte tenu du nombre de propriétés du magnésium dans le corps, le nombre de symptômes est forcément hyper important. Donc dans les troubles neuromusculaires, spasmophilie, excitation anormale, insomnie, tendance à l'agitation. Donc c'est vraiment un calmant, hein, c'est celui qui calme, qui pose les choses. La constipation, hein, puisque la constipation est une conséquence de l'agitation, on va dire, au niveau du cerveau. Dérèglement du système thermique du corps, troubles immunitaires. En excès, donc ça dépend de la forme chimique, ça va avoir des conséquences au niveau de l'activité rénale, à part s'il est utilisé encore une fois de forme colloïdale, de forme liquide. Ça peut créer de l'hypotension, relâchement excessif sur le plan musculaire, somnolence, diarrhée. Voilà. Et donc on le retrouve là vous regarderez au niveau de l'alimentation.
Et évidemment, on le retrouve aussi dans l'eau de mer en forte quantité. Le calcium, alors abondamment réparti dans l'organisme puisqu'il représente 2% du poids du corps, 900 mg chez un adulte et peut être porté à 1 gramme et plus chez la femme enceinte, ménopausée, l'adolescent ou les adultes de plus de 65 ans, l'homme de plus de 65 ans. Constat, donc c'est un élément de structure hyper important, fait partie de la constitution des os du squelette des dents. À 99% du calcium corporel est fixé sur la masse osseuse et dans les dents, oxygénateur du cerveau et des glandes endocriniennes. Élément de fonction, donc il intervient dans la contraction musculaire, fonction du système nerveux, coagulation du sang, échange cellulaire. Alors, sa place dans la nature et le corps, c'est le 5e élément dans la mer et le 5e aussi sur Terre. On retrouve le calcaire horizontalement et verticalement, hein, donc avec les fameuses stalactites et stalagmites qu'on retrouve dans les grottes. Et c'est un métal qu'on considère comme mou et qui n'est jamais présent à l'état pur dans la nature. Il est toujours associé. Voilà. En fait, il a un rôle symbolique, donc il est abondant, c'est un abondant jeu de forme. Il est présent dans l'eau et se faufile un peu partout où il peut. On le retrouve notamment dans la tuyauterie. Hein. Calcaire. Voilà, exactement, le calcaire. Il participe à attirer les éléments vers le bas, vers la terre. En fait, c'est un peu le magnétiseur, l'enracineur. S'il n'y avait pas de calcium sur Terre, on ne pourrait pas être collé à la Terre. On ne pourrait pas être debout, en fait. Hein, on serait un peu dans l'espace, quoi, on pourrait dire. Donc, c'est un aimant qui attire vers la Terre, un enracineur. On retrouve le calcaire. Donc, en termes de mouvement, c'est un mouvement de calcaire donc horizontal ou vertical. C'est surtout vertical, on va dire. Donc, on le retrouve dans les stalactites et stalagmites. Familiarité et opposition, donc il est très souvent associé donc, au magnésium, intervient dans l'équilibre neuro-végétatif. Donc son rôle, donc sous forme colloïdale, je le rappelle encore, évite tout risque de surdosage et permet une action plus sélective sur le système nerveux. Donc il va être notamment responsable de tout ce qui va être articulation osseuse, hein, donc la densité des os, les foulures, tout ce qui est entorse, lumbago. Il est responsable aussi au niveau du développement musculaire, tout ce qui est crampes aussi, les maux de tête, les fourmillements, engourdissements. Il prévient aussi donc des calculs rénaux. Je développe pas, vous regarderez en détail. Évidemment, quand on a de l'ostéoporose, c'est qu'on a souvent des carences en calcium, pardon. Et là, il va falloir trouver un bon calcium. Hein. Et ça, le bon calcium, il n'est pas pas oublier la facile. vitamine D avec de la K2. Ouais. Oui. Pour une bonne assimilation sans problématique au niveau artériel. Exactement. Alors justement, on va, pour ce qui est des carences, on ne va pas faire l'erreur de prendre du lait. Hein. Le lait, tout ce qui est lait de vache, il n'est pas du tout approprié pour notre assimilation. C'est pas du tout adapté en fait en termes d'un point de vue digestion. Et malheureusement, ça va avoir effet l'inverse, c'est-à-dire que ça va acidifier l'organisme parce qu'il est de charge, il crée une carence en fait. Ça, c'est le point de vue de la naturopathie, évidemment. Ouais. Oui, il faut le préciser, mais c'est oui. Ouais, parce que sinon, on va dire oui, le calcium, c'est super, etc. Voilà. En fait, ça crée, comme il y a des équilibres dans notre sang, notamment au niveau du pH du sang. Le pH du sang, il doit tout le temps être entre 7,35 et 7,45. Le problème, c'est que sur des terrains trop acides, pour avoir cet équilibre acido-basique du sang, le sang, il va aller pomper dans ses réserves des nutriments plutôt alcalins pour aller compenser ce terrain acide. Exactement. Il va notamment prendre du calcium. Et il va le chercher dans les os, notamment. Voilà. C'est ce qui crée l'ostéoporose. Donc en fait, le problème du lait, des laitages en général, du fromage, etc., vous pouvez aller voir notamment
quand on en avait parlé justement avec Claude Mer sur l'indice PRAL, c'est qu'il est très acidifiant. Donc, il va rajouter de l'acidose, il va recréer encore plus d'acidité. Donc, on va l'oublier, quoi. Enfin, voilà, le fromage, les laitages, en tout cas, c'est déconseillé, quoi. Donc, en termes de carence, malheureusement courant, c'est ce que je vous disais avec l'ostéoporose, la décalcification, le rachitisme, nervosité, troubles du sommeil, problème de dépigmentation cutanée et des calculs rénaux. Donc, au-delà de 2 grammes par jour pour les excès, donc on risque de tomber dans de l'hypercalcémie. C'est un peu plus rare quand même, mais ça peut être accompagné de constipation, d'hypertension artérielle et d'un état nauséeux. Voilà. Donc, présence alimentaire, vous regarderez, on l'oublie dans la partie laitage. Voilà. Le D'ailleurs, si vous voulez potassium. qu'on fasse une petite vidéo aussi sur l'équilibre acido-basique, ce genre de choses, que je vous en fasse une, n'hésitez pas à le dire, parce que ça, c'est un sujet qui est très, très large et qui est très décrié, on va dire. Voilà, je te laisse poursuivre. Tu as bien raison. Ouais, c'est un sujet qui est... Ouais, faut l'expliquer, en fait, c'est hyper important. Ouais. Exact. Donc, le potassium, donc proportion dans le corps, présent dans tout le corps, et en particulier dans les cellules musculaires. Besoin journalier, donc on est entre 400 et 600 mg, donc ce qui est très important. Donc c'est une grande ressemblance chimique avec le sodium. Le potassium est bien moins présent que le sodium dans l'eau de mer et dans le plasma sanguin. Réaction violente importante avec l'eau. Donc ça crée des flammes, hein. C'est des flammes violettes, et des détonations, des étincelles rougeâtres. Ça tressaille à travers la flamme. Il recherche aussi l'eau comme le sodium, mais pour les flammes, en fait. Donc ça va être un peu un responsable de toute la partie métabolique, de la détonation, du mouvement. Voilà. Avec le sodium, il est responsable des propriétés électriques de la membrane cellulaire. Il se comporte comme une pile électrique. Donc, c'est vraiment celui qui donne la flamme. Ces propriétés sont à l'origine de l'influx nerveux, des contractions musculaires, des contractions des cellules cardiaques. Et donc, il y a un couple sodium-potassium, on l'a vu, hein, permet aussi de stabiliser l'équilibre acido-basique du corps. Sa place dans la nature et le corps, donc il réagit violemment, comme on le disait, à l'eau. Il est l'élément essentiel dans le règne minéral et les racines des plantes. Il en tire les substances de la terre grâce au sel de potasse. Donc, il n'y a pas de fruits et de légumes sans potasse, hein, sans potassium. Il est transporteur entre le règne minéral et le végétal. C'est lui qui fait le lien entre la partie minérale et la partie végétale. C'est souvent pour ça qu'on en rajoute souvent de la potasse dans les sols. Il est présent plutôt à l'intérieur des cellules, alors que le sodium est donc plutôt à l'extérieur. Son rôle symbolique, alors c'est un transporteur, créateur de vie. Pas de fruits sans potassium. Donc il est celui qui attire les minéraux à la cellule. En gros, il n'y a pas de spermatozoïde d'ailleurs sans potassium. C'est à la base du fruit, c'est à la base de la vie en fait, hein. C'est un peu le créateur. Le pyromane, donc, ou sourcier, ou aspirant, c'est un peu le minéral de la jeunesse, hein. C'est celui qui crée, c'est vraiment le créateur, quoi. Il agit dans la terre vers le ciel, dans une multitude de directions à la fois, de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Sa familiarité donc, et son opposition, qu'il travaille dans la régulation des liquides dans le corps avec le sodium, association, donc la diurèse, ça c'est pour la partie urinaire, pour le développement des urines. Association conseillée, donc iode, potassium, lithium, phosphore. Le tabac et la caféine freinent l'assimilation du potassium. Rôle dans le corps, donc là très important. Donc il est impliqué dans l'équilibre en eau de notre corps, intervient dans les mécanismes de contraction musculaire, régulateur du rythme cardiaque, de la tension artérielle, régulateur de la fonction surrénalienne, donc conseillé en cas de surmenage, antidote de la fatigue musculaire, régularise les fonctions neuromusculaires, trouble du métabolisme de l'eau. Il agit en harmonie avec le sodium, hein, donc on l'a vu. Voilà, il est responsable de tout ce qui est en lien justement avec la rétention d'eau, les œdèmes, obésité.
Voilà, bon, vous regarderez, il a vraiment des fonctions très très larges. En termes de carence, se traduit principalement par des crampes musculaires, arythmie cardiaque, rétention d'eau, hypertension artérielle, particulièrement fréquent donc, dans les surménages intellectuels. Et donc l'alcoolisme, abus de café, sucre raffiné, donc c'est assez intéressant. En termes d'excès, l'alimentation moderne pousse plutôt à l'excès qu'à la carence. Ce que je disais tout à l'heure avec l'agriculture moderne. Donc l'abus de potassium peut être dangereux, voire mortel. Donc il faut être très vigilant parce qu'il y a un lien avec l'hypertension et le sodium. Voilà. Et on le retrouve après dans différents éléments. L'eau de mer, c'est l'idéal puisqu'on retrouve notamment avec le sodium et potassium. Le phosphore, proportion dans le corps, donc 80% du phosphore se retrouve dans les dents et les os, 20% dans le cerveau. Nous évacuons le phosphore par les voies naturelles. Il est conseillé de consommer environ 750 mg de phosphore par jour pour un adulte. Et notre organisme en contient 600 à 700 grammes. En termes de constat, c'est l'élément chimique non métal. Il est porteur de conscience et de pensée. Alors là, c'est vraiment le phosphore, on le retrouve plutôt au niveau du cerveau. Tout ce qui est système nerveux, cerveau, il est relié donc à notre conscience, notre veille. C'est un peu le responsable d'ailleurs de notre ici et maintenant, notre concentration, hyper important. Il aide à acquérir le discernement dans la conception des choses. Il nous aide à élaborer des concepts. Donc, il est un petit peu aussi responsable de notre QI, entre guillemets, notre coefficient intellectuel. Place dans la nature, hautement inflammable, fidèle à la lumière et au service des pensées. C'est vraiment incroyable au niveau de la symbolique. Principalement dans les os, ainsi que dans le sang, vecteur de l'énergie, de la vie, et acteur de tous les métabolismes. Donc son rôle symbolique, il aide à acquérir le discernement dans les concepts des choses, nous aide aussi à élaborer ces concepts. Donc c'est un peu le représentant commercial de la lumière, pas du soleil mais de la lumière, la petite lumière qu'on a au fond de nous, l'espoir on pourrait dire, et c'est le support de notre force d'initiative. Phosphorus signifie en latin porteur de lumière. Voilà. C'est d'ailleurs les étoiles phosphorescentes. Les étoiles phosphorescentes, donc c'est elles qui brillent. Et donc, si on veut briller, si on veut avoir la lumière à tous les étages, je vous conseille de boire de l'eau de mer. Voilà. Très intéressant, parce qu'en fait, on pourrait aussi poser la question de la présence de la conscience. Est-ce que la conscience est dans le corps, à l'extérieur du corps? Bon, personnellement, je pense que c'est à l'extérieur, mais bon, ça n'engage que moi et la science n'a pas la réponse. Mais effectivement, on pourrait voir ça comme celui qui va attirer au niveau du cerveau cette conscience, cette lumière qui est autour et permettre justement la fonction cérébrale et d'utiliser cette énergie autour pour la transférer à travers le fonctionnement de l'ordinateur de bord qui est dans notre tête derrière, le cerveau. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, il y a un côté temporel, en fait. Mmh. Il y a un côté espérance, quoi. On parlait élaborer les concepts. Oui, Élaborer c'est les ça. concepts, quand on parle de concept dans la définition d'un concept, c'est temporel, c'est forcément temporel. Donc, moi, je trouve ça génial. C'est Très magnifique intéressant. de voir. Et on pourrait associer donc le phosphore à une personnalité. Enfin, ça pourrait être un philosophe ou un architecte. Voilà. Enfin, c'est Le super sage, ouais, intéressant. c'est ça, ouais. Un Ouais, sage aussi, ouais, bien ouais, sûr. ouais, tout à Il fait. a une fonction donc verticale du ciel vers la terre. Familiarité opposition, donc un juste équilibre entre le phosphore, le calcium, le magnésium est indispensable à notre santé. Le phosphore donc, est apporté en quantité par notre alimentation, donc dans les produits laitiers, aussi bien donc les aliments industrialisés, souvent additionnés de phosphate, d'ailleurs, oui. Le phosphore en excès fait obstacle à l'assimilation du calcium. Et donc, la solution, c'est d'en prendre en forme chimique colloïdale, comme dans l'eau de mer. Rôle dans le corps, donc il intervient évidemment dans tout ce qui va être échange énergétique dans les cellules, dans tout ce qui est système nerveux, dans le métabolisme du calcium, la pousse dentaire,
tout ce qui est ostéoporose aussi. Bon, je ne développe pas les crampes, les spasmes, la titanie, tout ce qui est vraiment en lien avec notre cerveau, hein. Les croissances cellulaires, le rythme cardiaque. Voilà. Il rentre aussi dans le développement c'est un constituant du squelette et de l'ADN et de l'ARN, très important. Il est constituant fondamental de l'ATP. Donc, pareil, il a un rôle primordial, hein, vraiment. Il est rattaché à l'ADN, en fait, hein, un peu notre fondamental, hein. Donc, en termes de carence, déminéralisation osseuse, nervosité, hein, forcément, puisqu'il calme. Il calme aussi au niveau musculaire. Voilà, il est dû aussi à une utilisation intensive de médicaments, donc ça peut créer des carences. Voilà. En termes d'excès, peut provoquer donc un déséquilibre du calcium sanguin et ostéoporose, un problème avec les reins. Il est souvent, donc il peut générer une perturbation dans la synthèse de la vitamine D. Contre-indication, tuberculose aiguë. Et après, donc, on va le retrouver dans certains éléments. C'est vrai que c'est pas un minéral dont on parle trop, hein, le phosphore, et pourtant il Non, est. parce qu'il est très abondant. Tous les aliments qui contiennent des protéines vont en contenir. Et c'est vrai qu'en fait, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de carence, il n'y a pas vraiment d'excès connu Ouais, auquel qu'on pourrait imputer au phosphore. Donc, je pense que c'est pour ouais. cette raison. Si vous avez des problèmes de concentration, c'est sûrement une raison, hein. Faut le savoir, hein. L'activité cérébrale en général, il y a un lien avec le phosphore. Oui, il y a un lien, ouais. Après, il y a un lien Mm. avec tellement de choses, mais c'est vrai que le Mm. phosphore a une Mm. belle place. L'iode, donc l'iode, alors proportion dans le corps, hein, 30 à 50 mg dans notre organisme, 10 à 20 mg dans la glande thyroïde, évidemment, et plus précisément dans les hormones thyroïdiennes qu'elle fabrique. Donc, chez l'adulte, on a un besoin de 0,2 mg qui est indiqué par certains chercheurs. En termes de constat, donc la carence en iode est l'un des problèmes majeurs de notre société, nécessaire au bon fonctionnement de la thyroïde. Les hormones thyroïdiennes se diffusent dans notre corps et vont agir dans les cellules pour en assurer le développement et la croissance. On se rappelle tous du nuage de Tchernobyl, donc, qui était fortement chargé en iode 131, et donc qui a été responsable de nombreux cancers, troubles thyroïdiens graves en Suisse, en Italie, et dans l'Est de la France, quoi qu'on pouvait en dire à l'époque, nos politiques et nos médias. Hein. Bon, hein, il y avait la fameuse... il y a le mur avec la frontière. La barrière Hein. magique de phosphore, C'est ça. de lumière. C'est ça. Ouais, c'est ça. Heureusement, la durée de vie de cet isotope est d'environ 1 mois seulement, heureusement. Il n'existe pas d'allergie à l'iode, mais des allergies aux protéines contenues dans les produits riches en iode, ce qui n'est pas tout à fait pareil. On n'a pas d'allergie à l'iode, mais c'est les produits qui en contiennent qui peuvent rendre allergiques. Voilà. Place dans la nature et le corps, l'assimilation de l'iode par des protéines indique un lien remarquable avec la couche la plus profonde du métabolisme. Affinité donc particulière dans les substances combustibles, comme le soufre, le carbone ou le phosphore. Solubilité faible dans l'eau, mais forte dans l'alcool. Comme c'est plutôt gazeux, en fait, hein, l'iode. Très présente dans les roches sous forme dispersée. Alors, dans sa symbolique, c'est un peu l'architecte, c'est un peu Monsieur Humeur, puisqu'il joue un rôle clé aussi dans nos humeurs. Dès qu'on a un choc émotionnel, très souvent, ça va nous créer des excès ou des carences en iode. Ça, c'est assez important à le savoir. Mouvement, donc mise en croissance. Rôle dans le corps, donc il est nécessaire dans le bon fonctionnement de la thyroïde, on l'a vu. Donc il augmente le métabolisme des échanges métaboliques. Il est donc tout ce qui est retard de croissance, les kystes mammaires, ça serait donc une carence semble associée au cancer du sein. Et il rentre dans le développement du physique et mental. La carence en iode chez les enfants est susceptible de provoquer des retards mentaux. Hypertension, hypotension artérielle, diminution de la fertilité, fausse couche,
sclérose organique, anti-vieillissement, action sur la chaleur interne. Voilà, j'en passe. En termes de carence, donc il est responsable de beaucoup de soucis dans notre société. Donc ça représente 20 millions de personnes qui sont concernées par la carence en iode et plus de 800 millions dans le monde. C'est énorme. En Asie, en Afrique notamment. La carence donc en iode ralentit certains métabolismes, développement cérébral chez les jeunes enfants et la croissance, on l'a vu, et tout ce qui est retard mental. Voilà. Tout ce qui est croissance aussi au niveau du stade à l'adolescence, frilosité et la somnolence. En termes d'excès, cela peut rendre la glande thyroïde hyperactive, donc c'est des problèmes de sommeil notamment. Donc pour ces gens-là, il faut pouvoir réguler cette hyperthyroïdie. Et on retrouve ça, après, vous regarderez, notamment dans tout ce qui est mollusques, poissons, crustacés. Le zinc, alors très important le zinc, forcément. Proportion dans le corps humain en contient environ 3 grammes, répartis dans toutes les cellules, et concentration la plus importante que l'on retrouve au niveau du foie et des reins, surtout au niveau de la prostate et des ovaires. Donc les apports quotidiens recommandent donc environ 25 à 30 mg chez l'homme et la femme. Un constat déjà connu dans l'Antiquité, où on l'utilisait pour le traitement des plaies et des brûlures, le zinc est aussi un antioxydant naturel, bourré de qualité. Il est considéré comme le minéral majeur de notre métabolisme. Il est lié à plusieurs centaines d'enzymes, donc entre 300 et 600. Donc il est vraiment le premier responsable de l'immunité. Et selon une étude américaine sur des rats en 1975, une carence en zinc rendrait plus agressif et moins intelligent. À savoir. Il a été constaté notamment en Iran sur 187 enfants souffrant de retard de croissance, donc taille et poids inférieurs à la normale, entre 20 et 40%. Tous représentaient une singulière carence en zinc. Dans leur région, en fait, on mangeait un pain qui était riche en acide phytique, qui a tendance à rendre inassimilable le zinc. Et autres minéraux. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il a fallu redonner à petite dose du zinc à ces jeunes enfants, quoi. Voilà. Et donc, on a obtenu donc, un gain de taille, de poids et du développement sexuel normal, notamment. Sa place dans la nature, donc c'est un métal de couleur bleu-gris. Il produit rapidement une patine protectrice à sa surface. Et dans sa forme colloïdale, il n'y a pas de risque de surdosage. Il faut veiller, donc, notamment chez les jeunes enfants, les femmes non enceintes, et les personnes âgées, à ce qu'il n'en manque pas. Rôle symbolique, travaille sur tous les sens. Donc ça, c'est hyper important. Il est le lien avec l'extérieur. Donc c'est le coordinateur des fonctions sensorielles. Si vous avez des carences olfactives, des pertes de goût, c'est très souvent des carences en zinc. On a eu de nombreux cas, notamment après Covid, des gens qui étaient en carence. Moi, j'avais eu des résultats avec l'Aude-Mer, notamment des gens qui étaient en carence depuis des mois, donc au niveau du goût, des problèmes de goût. Et ça a été régulé en prenant de l'Aude-Mer parce qu'on amenait du zinc notamment. Donc en termes de mouvement, c'est donc la connexion entre le corps et l'extérieur. Sa familiarité, donc il est freiné par l'excès de calcium et il est en compétition avec le cuivre. Association donc zinc-cuivre, troubles endocriniens de la puberté, retard de croissance, et le zinc avec le nickel et le cobalt, hypoglycémiant. Son rôle dans le corps, bon, je ne vais pas trop développer, mais pour tout ce qui est grossesse à risque, antidépresseur efficace, il renforce les os, il est nécessaire à la synthèse du collagène, par rapport à la maladie de Crohn notamment, ulcère peptique, neutralise l'excès du cuivre. Donc il est vraiment le responsable, d'ailleurs, de la synthèse de l'ADN. Il est vraiment un des responsables majeurs de tout ce qui est métabolique
au niveau de notre immunité. Tout ce qui est, donc on peut le voir notamment avec les taches blanches sur les ongles. C'est un signe de carence soit en magnésium ou Tout à en fait. zinc. La mauvaise vision qu'on peut avoir la nuit, tout ce qui est chute de cheveux, impuissance, fatigue, mémoire défaillante, etc. En termes de carence, on retrouve justement les taches blanchâtres au niveau des ongles. On peut avoir aussi des carences qui peuvent être liées avec le tabagisme, l'alcoolisme, les excès de café, tout ce qui est alimentation trop raffinée. Et donc, le premier des signes, c'est une perte de l'odorat ou du goût. En termes d'excès, il est toxique. Et donc, en cas d'excès, il peut présenter des symptômes tels que la difficulté à parler, à marcher, tout ce qui est tremblement et troubles digestifs, nausées, vomissements. Il peut entraîner aussi une carence en cuivre. Voilà. Vous regarderez après pour la partie alimentaire. Le sélénium. Alors, le sélénium, sa proportion dans le corps, donc, il est aux alentours entre 3 et 20 mg concentré dans la myocarde, au niveau du myocarde, pardon. Et son apport journalier représente entre 60 et 75 à 1 mg donc, par kilo de poids corporel. Il peut être très toxique au-delà de 400 par jour. En termes de constat, c'est un élément donc, qui n'est pas synthétisé par l'organisme et donc il doit être entièrement apporté par l'alimentation, considéré tantôt comme un oligoélément pour certains, tantôt comme un élément toxique en fonction de la dose qu'on aura pris. Et, Toujours pareil. bah oui, on en revient toujours au même. Alors, il faut savoir que c'est un polluant. Donc en excès, on les retrouve notamment dans tout ce qui est appareil d'impression laser, imprimante laser, fax, tous ces éléments-là. Il dégage beaucoup de silicium dans l'atmosphère. Place dans la nature, métalloïde gris métal, proche du soufre, donc surtout localisé dans les muscles, les os, le foie. Antioxydant, il agit en association avec la vitamine E. Et donc, il agit comme protecteur vasculaire. C'est par excellence, donc, dans son rôle symbolique, un protecteur du vieillissement cellulaire. Et c'est un symbolique, évidemment, c'est un anti-âge intemporel. C'est monsieur intemporel. Quoi. Le temps n'existe pas chez lui. Quoi. Donc, il peut être associé en cas de néoplasie. Donc, on le conseille avec du cuivre et de l'or et de l'argent, et uranium et platine. Voilà. Son rôle, donc, il va avoir une action primordiale dans l'attaque des radicaux libres. Il est source de vieillissement prématuré, donc il va vraiment travailler sur tout ce qui est le stress oxydatif du quotidien. Il va donc, garder notre capital jeunesse, on pourrait dire. Il est responsable de plus en plus reconnu dans le minéral, dans tout ce qui est vieillissement cellulaire. Et il tonifie tout ce qui est fonction thyroïdienne, en cas d'hypothyroïdie. Oui, en fait, il a une fonction antioxydante, juste pour clarifier par rapport à ça. Tu sais, comme on disait au début, l'oxygène attaque les cellules, les dégrade, et donc quand on prend des antioxydants comme le sélénium, on se protège de cette oxydation qui détruit les cellules, et donc on évite le vieillissement de la cellule et sa dégradation, notamment au niveau des télomères qui sont sur les petits bouts des chromosomes, les petits capuchons. Ouais, tout à fait. Et donc, il a un lien forcément avec l'oxygène, en fait, C'est ça. paradoxalement. En opposition ou en lien, enfin, voilà. Bon, je ne vais pas développer là. En termes de carence, vieillissement prématuré des cellules et des tissus, en particulier la peau, le cœur, demeure tout ce qui est douleur musculaire, les difficultés de motricité. Voilà. Et donc, ça peut entraîner aussi une cardiomyopathie. En excès, donc des nausées, vomissements, diarrhée, perte de cheveux. Voilà, il peut être aussi cancérigène, en fait, selon une étude notamment finlandaise. On en retrouve d'ailleurs dans l'ail. C'est pour ça que la laine peut avoir une odeur d'ail. Il faut le savoir. Voilà, vous regarderez au niveau de l'alimentation.
On a bientôt fini. Alors, le fer, proportion dans le corps, 10 à 18 mg en apport journalier, 3 à 5 grammes dans le corps, 4 grammes pour l'homme et 2,5 pour la femme. C'est un peu logique puisque la femme, elle perd, donc avec les règles menstruelles, elle perd environ 15 à 30 mg de fer. Alors, en termes de constat, intervient dans de multiples réactions chimiques, dont la principale est le transport de l'oxygène aux cellules, donc au niveau du sang, et l'oligo-élément le plus quantitatif dans notre corps participe à l'élaboration de certaines hormones, de certains neurotransmetteurs. Le fer apporté par les matières animales est beaucoup mieux absorbé que celui apporté par les matières végétales, il faut le savoir. Alors, sa place dans la nature, ça c'est assez intéressant. Plus que les autres substances, en fait, le fer nous offre la possibilité de vaincre d'énormes distances dans l'espace. En fait, il nous crée des enjambées. Hein, donc, c'est lui le responsable de notamment la construction des ponts, hein, des auvents, voilà, tout ce qui est toutes les grandes architectures. C'est lui qui va nous permettre d'accélérer le temps, hein, on pourrait dire. Et donc, ce sont des impuretés du fer qui lui confèrent une certaine dureté. Il a un rôle symbolique assez intéressant. Donc, c'est une propriété magnétique, tendance à se mesurer à ce qui est plus grand que lui, hein, on pourrait dire. Quelque chose se laisse inspirer par le fer, n'admettra jamais que ce qu'il a décidé puisse être impossible, parce que ce serait trop grand. En fait, le fer, il a vraiment cette fonction de vouloir se surdépasser, donc il embrasse tout. Ce qui le lie à de nombreux domaines. Donc, dans la symbolique, c'est le magnétiseur, le fabricant. Il a donc une action d'architecte, action de mouvement. Quand on dit fer, FER, mais on dit aussi FAIRE, forcément. Donc, manganèse, cuivre. Langue des oiseaux. Comment? Langue des oiseaux. Oui, voilà, exactement. Indispensable au maintien de l'immunité. Donc, 3/4 se retrouvent dans des milliards de globules rouges dans notre sang. On le retrouve aussi dans le foie, la rate. Et il est réutilisé dans la fabrication des globules rouges. Essentiel à la formation des globules rouges et de l'hémoglobine, de même que dans de la myoglobine, donc les muscles auxquels ce fer apporte l'oxygène nécessaire à leur contraction. Assure l'oxygénation des cellules, anémie, donc hémorragie, grossesse, puberté, convalescence, etc., etc. J'en passe. Hein. Il est responsable de nombreux développements enzymatiques. Voilà, tout ce qui est stérilité aussi, état dépressif, chute de cheveux, fragilité osseuse, ongles mous et cassants. Il serait responsable aussi de la maladie de Crohn. Contrebalance les excès du phosphore. En termes de carence, à l'origine d'une grande fatigue due à un manque d'oxygénation des cellules. Plusieurs origines possibles, donc la perte de sang, ça peut être ça. Grossesse, allaitement, croissance des enfants. Donc on parle d'anémie. Et souvent les gens qui sont assez blancs de peau, hein, ils sont souvent donc en anémie. Donc c'est des personnes qui ont besoin de se supplémenter en fer. Et ça peut être très intéressant, notamment avec l'eau de mer. Moi, j'ai eu des retours d'expérience de consommateurs qui avaient de nombreux... ça fonctionnait super bien, quoi, avec l'eau de mer, parce qu'elle contient du fer en bonne proportion avec tous les autres minéraux. Dans sa forme colloïdale, sa présence permet à l'organisme de synthétiser naturellement, sans qu'il y ait d'excès possible. Et après, donc, on va, selon l'INSERM, un excès de fer pourrait être une cause de la maladie de Parkinson, il faut le savoir. Et il peut être notamment avoir un effet oxydant, favorisant des troubles vasculaires. Très intéressant au niveau de sa symbolique, hein, le fer. Alors, j'en ai fini pour la première partie de vidéo. Donc là, en fait, on retrouve, juste pour rappel, la composition de l'eau de mer. On voit bien le chlore et le sodium, hein, à 85%. C'est pas anodin. Le magnésium, etc. etc. Évidemment, dans l'eau de mer, vous retrouvez 80. Alors, on en a décelé 78 dans l'eau de mer. Il y en a les 3 derniers, on n'arrive pas à les déceler parce qu'ils sont un élément hyper trace, on dit.
Et il y a 70 minéraux qu'on considère comme des substances vitales pour l'organisme, selon l'OMS. Donc, c'est plus que C'est ça qui est primordial. génial, hein, avec l'eau de mer, en fait, c'est que, là, en fait, toute cette présentation, qu'est-ce qu'elle, elle signale? C'est qu'il y a énormément de spécificités à chaque minéraux. C'est pour ça que c'est très important d'avoir l'ensemble des minéraux dont on a Mmh. besoin Mmh. et sous quelle forme? Sous une forme soit colloïdale, donc qui est de toute façon chélatée, soit chélatée. Si vous Mmh. prenez des suppléments aujourd'hui et qui sont, chélatés, c'est-à-dire de qualité, qu'en général, ceux que je recommande sont tous chélatés, eh Mmh. bien, vous allez les assimiler correctement sans avoir de compétition, Mmh. avec, les autres minéraux. Et donc, ce qui est génial avec l'eau de mer, c'est qu'on n'a pas à réfléchir à tout ça. On Mmh. prend directement l'eau de mer, on bénéficie de cet ensemble minéral qui est dans une Mmh. proportion qui est adaptée au C'est corps, et ça. notamment quand on le prend sous forme isotonique, Ouais. qui va se rapprocher donc de la concentration minérale à 9 milligrammes par... De notre sang, ouais, de voilà, notre corps en général. Mmh. exactement, de notre corps en général. Et donc, c'est ça qui est super intéressant Mmh. et que j'adore avec l'eau de mer, en fait. C'est la base de la vie, hein. Mm. Et dans cette complexité qu'on peut voir, bah, c'est sûr qu'une des solutions majeures, c'est l'eau de mer, quoi. C'est ça. C'est ce que j'ai. Rappelez-vous la vidéo qu'on avait fait ensemble sur l'eau de mer. Je dis qu'on est dans une forme de dictature de la carence alimentaire, hein, donc c'est pas anodin. Aujourd'hui, on n'a pas la garantie nutritionnelle de notre alimentation, donc il va falloir la supplémenter, sachant que les minéraux, c'est notre premier carburant, avant même les vitamines, hein. Exactement, et sachant que les sols sont en train de se déminéraliser et que notre alimentation est issue de sols déminéralisés, donc même si sur le papier on nous dit qu'il y a du magnésium dans l'aliment, eh bien on a vu à travers cette présentation notamment que bah, le magnésium n'est plus vraiment là à cause de la trop grosse présence de potassium, Mm. et donc en conséquence on n'assimile pas ce magnésium. Donc ouais, très très Mm. intéressant, et c'est pour ça que finalement aller du côté de la mer peut-être plutôt que du côté de la terre Ouais. pour se supplémenter, ça peut être très intéressant Mm. aussi. Alors juste pour finir cette première vidéo, donc j'ai mis en place un protocole, pour rappel, pour ceux que ça intéresse. Donc l'argile le soir avant de se coucher, ça va permettre de cicatriser la flore intestinale. Ça fait un pansement, hein, c'est un antivirus. Vous pourrez aller voir la vidéo sur l'argile qu'on avait fait ensemble. La sève de bouleau lacto-fermentée, donc elle va permettre de nettoyer les organes de détox, le foie, les reins, tout le système digestif. On fera une vidéo Et prochainement sur le sujet qui est prévue, mais qui va ouais, arriver, courant septembre, septembre, je pense. Ouais, fin août, début septembre. c'est ça. Voilà, donc effet probiotique. Donc là, on peut en faire en cure. Avec l'argile le soir, donc c'est un effet tampon entre les deux, parce que la sève de bouleau lacto-fermentée, elle est un petit peu acide sur certains terrains. Donc on va la tamponner avec l'argile bentonite, cette argile vivante qui est très, très particulière. Et quand on a fait ça, en fait, on a bichonné la flore intestinale. Et après avoir bichonné la flore intestinale, on a préparé le terrain, ce qui va nous permettre de mieux assimiler les minéraux de l'eau de mer. Ça serait un peu dommage d'avoir une porosité intestinale et de n'assimiler que 60% des minéraux qu'on a dans l'eau de mer, quoi. On en mettrait une partie à la poubelle, ça serait un peu dommage. Voilà. Je mettrai de toute façon tous les liens, vers Ouais. tes produits, en description comme toujours, donc Là, vous les retrouvez retrouver en justement le description. code promo, donc il y aura le lien. Et Ouais, puis, donc, juste en référence, vous retrouvez donc Marie-France Muller. Ça, c'est un des livres que j'ai utilisé pour faire ces slides. Et notamment pour la partie symbolique, un petit peu métaphysique, on pourrait dire, Fritz Rudius. Bon, c'est pas évident du tout à lire, mais voilà, vous avez d'autres éléments aussi après avec tout ce qui est études scientifiques sur les deep sea water, sur les eaux profondes. Si vous voulez retrouver d'ailleurs chaque minéral, vous avez cette vidéo. Vous pouvez aussi sur seminéralisé.com, vous mettez slash et puis le nom du minéral sélénium slash, et vous retrouvez tous les minéraux en détail. Voilà. excellent. Bah, merci beaucoup Grégoire. C'est Eh super, ben, ça fait plaisir, avec plaisir. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. et on se revoit pour la prochaine vidéo. À très bientôt. À très bientôt.